Et si la confiance n'était pas un sentiment spontané, mais un choix audacieux? Et si elle pouvait être cultivée comme on cultive un jardin, avec attention, avec constance et parfois avec des outils de réparation? Et si ce n'était pas l'amour qui faisait tenir une relation, mais la confiance qu'on y investit chaque jour? Moi, j'ai longtemps cru que la confiance allait de soi, jusqu'au jour où une trahison m'a laissé sans repère. J'ai compris alors que la confiance n'était pas une évidence, mais plutôt un engagement quotidien et que sans elle, tout vacille. Dans cet épisode, on va explorer comment bâtir, renforcer ou même réparer la confiance pour que vos relations tiennent même dans la tempête. Bonjour, je suis Christophe Rousseau, ingénieur, physicien, apprenti druide, podcasteur, écrivain et coach. Et dans cet épisode, on va découvrir ou redécouvrir dans un monde où les relations changent à la vitesse des notifications, où on se connecte sans se rencontrer vraiment, il est urgent de mettre la confiance au cœur du lien humain. Donc dans cet objectif, on a trois objectifs. Premièrement, ça va être de clarifier ce qu'est vraiment la confiance. Ensuite, c'est de comprendre pourquoi elle est si essentielle dans le couple, l'amitié et au travail. Et puis enfin, on va offrir des clés concrètes pour la nourrir ou la restaurer. Alors le message clé qu'il faut retenir, bien commencer cet épisode, c'est que la confiance n'est pas un don, c'est une construction. Et puis elle repose sur trois piliers. Le premier pilier, c'est la fiabilité. C'est faire ce qu'on dit. Je prends un exemple. Un collègue qui promet de livrer un dossier vendredi et le livre en avance va inspirer la confiance. Un ami qui annule à la dernière minute 3 fois de suite un dîner sans réelle raison, ça va abîmer la relation, même si il dit que ce n'est pas grave, et même si moi je pense que c'est pas grave. Je vais commencer par penser que cet ami n'est pas si fiable que ça, et que c'est compliqué de maintenir une relation avec quelqu'un qui n'est pas fiable. Le deuxième pilier de la confiance, c'est l'honnêteté. C'est de dire ce qu'on en pense, même quand c'est inconfortable. Et ça, alors autant pour moi le premier il est facile, autant le deuxième il n'est pas si simple. Parce que moi je sais pas si vous êtes pareil, mais moi j'ai pas envie de heurter les gens. Alors, en effet, j'ai eu une époque où je fuyais de conflit, mais là c'est même pas ça. C'est que la question de conflit, je peux la traiter là, j'ai des outils pour ça. Mais j'ai cette peur de heurter les gens. Du coup, parfois, je n'ose pas dire des choses que je devais dire pour le bien de tous. Par exemple, dire à son partenaire « je suis blessé parce que tu as dit l'autre soir », ça peut créer une tension passagère, mais ça va ouvrir un espace de dialogue vrai. Pour ça, je vous incite à utiliser la communication bienveillante. Je l'ai traité dans déjà d'autres épisodes de cette saison. Ça va vraiment aider à dire des choses de manière très honnête sans que ça sans autant heurter. Et puis le contre-exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est se taire pour éviter le conflit. Et puis du coup, ça va... c'est du vécu, mais je pense que vous allez me comprendre. Ça laisse... Ça va s'accumuler en soi, ce ressentiment, parce que on n'ose pas dire des choses, et puis à un moment, ça va exploser. Et puis cette explosion, ça va faire que ça va faire l'effet inverse de ce qu'on voulait, c'est que on va être dans la colère, on va être dans le ressentiment, et puis du coup, on va pas bien dire les choses. Alors, on va pas les construire. Et puis du coup, on va heurter, on va vraiment créer l'effet inverse de ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire, on va heurter la personne, parce qu'on a évité trop longtemps de lui dire, écoute, ça fait 3 fois que on a rendez-vous, que tu annules à 10 minutes avant, je me suis déplacé, moi j'aimerais bien comprendre ce qui se passe. Donc, plutôt que d'attendre à la prochaine annulation de bloquer la personne, de mal réagir, ben, soyons honnêtes le plus tôt possible. Donc ça, c'est un vrai travail. Et puis le troisième pilier, pardon, c'est la vulnérabilité. Oser être vrai, oser être imparfait, soyons humains. Un manager qui reconnaît devant son équipe qu'il ne sait pas comment il va gérer cette situation, mais qu'il est ouvert aux idées des autres,
Ça va créer une atmosphère de co-responsabilité. C'est admettre que moi, en tant que manager, j'ai pas forcément toutes les réponses. Je suis pas supérieur à vous. On fait partie de l'équipe et on va trouver des solutions ensemble. Alors que, le contre-exemple flagrant, c'est de prétendre vouloir tout contrôler, ne jamais montrer qu'on a des doutes. C'est ce qu'on fait avec nos enfants aussi, hein. Alors évidemment là, il faut être un petit peu plus mesuré, mais l'idée de montrer qu'on n'a jamais de doute, qu'on contrôle toujours tout, qu'on avait une sorte de super-héros, qu'on maîtrise tout, ça va créer une sorte de distance, et puis on va oui, voilà, ça installe une sorte de froideur et de ressentiment et de distance, voire de méfiance à long terme, parce que tout le monde sait que c'est impossible. Et puis les gens le ressentent quand on cache les choses. Donc autant être transparent. J'aurais pu le mettre aussi, ça va dans les, bon, ça fait partie un peu de l'honnêteté, mais la transparence en fait partie. Mais d'oser montrer qui on est vraiment, d'oser montrer qu'on est vulnérable, qu'on n'est pas un surhomme ou une surfemme. Et la confiance, ça ne naît pas des mots, mais ça naît des gestes répétés. Elle se renforce à chaque acte aligné avec nos valeurs. Ou alors elle se fragilise à chaque incohérence non assumée. Et si la confiance était bien plus qu'un simple facteur humain, et si elle avait le pouvoir de transformer radicalement nos performances, notre santé mentale et nos relations? Et si c'était pas les process ou les outils, mais la qualité de la confiance entre nous qui faisait vraiment la différence? Il y a une étude de la Harvard Business Review qui le confirme. Dans cette étude, on voit que les équipes où la confiance règne, la productivité va grimper de 50% et le stress va chuter de 74%. Et c'est pas juste des impressions, ce sont des résultats qui ont été mesurés. C'est un truc de fou. On va augmenter la productivité, ok, ça c'est évidemment très intéressant pour une entreprise, mais surtout on va faire baisser le stress. Des employés, dans une période où vraiment tout le monde est stressé, la confiance, c'est la clé. C'est vraiment le, une des valeurs, j'allais dire un outil, mais c'est au-delà des outils, hein. C'est vraiment quelque chose qui va révolutionner votre manière de travailler et de vivre vos relations amicales et de vivre vos relations familiales. Euh, mais au fond, la vraie question, c'est pas combien on produit, mais comment on se sent quand on travaille, quand on aime ou quand on vit avec l'autre. C'est pas combien, c'est pas les résultats, c'est pas combien j'ai d'amis ou combien de relations sentimentales j'ai eu dans ma vie. Ça va, c'est plus loin que ça. C'est comment on vit avec les personnes que l'on aime, comment on travaille. La paix intérieure naît là où la confiance est solide. Elle ne s'impose pas, elle se construit. Et cette construction, c'est ce que nous allons explorer ensemble maintenant. Alors, quels sont les pièges qui brisent la confiance? On ne détruit pas la confiance en une seule fois. Et on l'érosionne. Geste après geste, silence après silence. Euh, les promesses non tenues, du genre je te rappelle demain, et puis en fait on le fait pas. Encore, plusieurs fois. Chaque promesse non tenue, c'est une pierre en moins dans les fondations de la confiance, de la relation avec la personne. Je l'ai dit tout à l'heure, éviter les conflits, ne pas dire qu'on est blessé, par peur de déranger, par peur de heurter, et laisser les non-dits s'infiltrer, c'est une fuite de la confiance totalement invisible et prévisible. Ignorer l'autre, ne pas écouter, répondre trop vite, minimiser, ne pas faire preuve d'empathie. La personne en face ne va pas se sentir vue et elle ne compte pas puisque on tient pas compte de ce qu'elle dit. Alors pourquoi elle me ferait confiance? Pourquoi on me ferait confiance si je m'en fiche de ce que tu penses? Si je te coupe tout le temps la parole. Si je te dis toujours non, c'est pas si grave, tu verras. Il y a rien de pire. Et puis ensuite, évidemment, les cas les plus extrêmes, tromper, mentir, dissimuler. Là, vraiment, ça a créé des fractures. La confiance, elle n'est pas seulement en miettes, elle est totalement pulvérisée. Et là, c'est très, 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 très difficile de s'en remettre.
Moi, il m'est arrivé de ne pas dire ce que je ressentais dans les relations professionnelles et plein de fois parce que trop peur de heurter les gens, et puis éviter le conflit. Moi, là, le conflit était quelque chose qui me terrorisait. Donc par peur de créer un conflit, je ne disais pas ce que je pensais à certaines personnes et ça crée évidemment de la frustration, de la tension, de la perte de lien, puis à la fin, une rupture de confiance totale. Moi, j'ai appris, parfois bien trop tard, que l'honnêteté évite bien des silences toxiques. Donc, comment, voilà, c'est un peu résumé rapidement, mais comment on arrive à émietter, voire pulvériser la confiance. Comment maintenant on la reconstruit. Parce que là, c'est un vrai travail qui est très long. Euh, Ça se construit comme une longue relation, pas à pas, geste après geste, vérité après vérité. La confiance, c'est la base, c'est du kaizen, pas petit pas par petit pas. Il faut être très patient. Il faut vraiment prendre le temps de faire des petites choses, mais faut pas non plus que ça soit trop insistant et provoquant. L'idée, c'est pas de faire fuir non plus personne, c'est de, de vraiment montrer par les faits, premièrement, qu'on est cohérent. Ça, c'est la première clé. C'est ce que je dis égale ce que je fais. Même si par le passé, on n'a pas toujours été comme ça, à un moment, on se dit, bon, maintenant, moi, j'ai besoin de rétablir la confiance avec cette personne. Ça peut être dans une relation amoureuse, ça peut être dans une relation amicale, ça peut être avec la famille, ça peut être évidemment dans le cadre du travail. On fait ce qu'on dit. On ne... Alors, mieux vaut promettre peu, mais livrer toujours. Moi, j'irais même plus loin, arrêter de promettre. On ne promet pas, on fait. Alors, on dit ce qu'on fait, et on fait ce qu'on dit. En anglais, on dit walk the talk. Ça, c'est la première clé, la cohérence. Et puis, et surtout, on n'y déroge pas, parce que sinon, le moindre petit progrès, il est complètement cassé si on redevient incohérent juste à un moment, quoi. La clé numéro 2, c'est oser la vulnérabilité. Oser dire je ne sais pas. Oser dire j'ai peur. Oser dire j'ai besoin de toi. Je sais que c'est difficile pour certains ou certaines. Alors, prenons plus pour les hommes que pour les femmes. Parce que les hommes, la vulnérabilité, c'est pas notre, on n'a pas été élevé comme ça. Bon, les jeunes générations, évidemment, sont un peu plus habituées à ça, mais les gens de mon âge vont me comprendre, n'est-ce pas? Euh, mais c'est pas facile non plus pour certaines femmes. Donc, oser dire qu'on a peur, qu'on a besoin d'aide, qu'on ne sait pas, juste je ne sais pas. C'est quand même extraordinaire d'être capable de dire ça. Euh, je ne sais pas, mais je vais chercher, je vais me renseigner, ou je vais essayer de t'aider d'une manière ou d'une autre. C'est pas dur, c'est pas juste je sais pas, je m'en fous. C'est je sais pas, et je vais faire quelque chose pour savoir. J'ai peur, mais est-ce que tu peux m'aider à dépasser cette peur? Et du coup, exprimer un besoin, j'ai besoin de toi. La troisième clé, c'est l'écoute active. Arrêtez de couper la parole, arrêtez de parler à la place des autres. Vraiment écouter. Parfois, les gens qui te parlent n'ont pas besoin de réponse. Alors, s'ils leur donnent une réponse, ils vont te le dire, hein. Ils te le faire savoir. Souvent, ils ont juste besoin de parler. On dit que c'est très féminin, mais pas que. Mais on est quand même, alors je ne veux pas faire des gros schémas, voilà, avec plein de préjugés, c'est pas l'idée, mais c'est vrai que en tant qu'homme, on a toujours envie ou besoin d'être le sauveur. Alors c'est peut-être plus pas des questions d'être le sauveur plutôt que d'homme, finalement, de dire ben ouais, qu'est-ce que je fais? Alors je vais faire ça pour résoudre ton problème. En fait, la personne qui se confie, peut-être qu'elle a juste besoin de se confier et d'exprimer ses sentiments, ses émotions, et elle demande pas forcément de l'aide pour résoudre son problème. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut demander. Ok, je t'ai entendu. Est-ce que tu as besoin de moi? Qu'est-ce que je peux faire? Mais ça, c'est vraiment à la fin. L'idée là, c'est de vraiment écouter, de ne pas conseiller, de ne pas répondre, d'être juste là. Et parfois, ça suffit. En tout cas, ça aide évidemment beaucoup à rétablir la conscience, parce que ça démontre que, en fait, la personne qui vient se confier à vous, alors soit elle a besoin d'aide, mais d'aide plutôt psychologique, c'est-à-dire besoin d'écoute, soit elle a besoin d'aide matérielle, physiologique, peu importe. Et puis, elle va le demander. Et puis, si c'est pas le cas, vous pouvez vous essayer de demander des précisions. Puis la quatrième clé, c'est d'être transparent. Moi, j'en ai parlé tout à l'heure. Arrêtons, que ce soit dans les relations amicales, amoureuses, sentimentales, familiales ou au travail,
Arrêtons de cacher les erreurs. Plus on ment, plus on omet de dire des choses. Il y a des gens qui disent oui, mais je mens pas, c'est que j'ai juste pas dit. C'est pareil. À un moment, vous allez être démasqué et ça va être pire que tout parce que la personne avec qui vous voulez rétablir la confiance, elle va du coup s'éloigner, mais définitivement. Donc la vérité dite tôt vaut mieux qu'un mensonge trop long. Hein, à moitié, la vérité, enfin, l'adage qui dit que dire la vérité, ça permet d'être à moitié pardonné, c'est juste, mais que à moitié. Ça veut pas dire que qu'il faut attendre d'être pardonné à chaque fois. Euh, Moi, dans le cadre professionnel, par exemple, j'ai dit à mon équipe que j'avais des doutes, que j'avais besoin de trouver la meilleure solution, parce que j'avais besoin de leur input pendant le projet. Et, et puis ça, je trouve que c'est sain, parce que même parfois, si je pense que moi j'ai la solution, avant de proposer ma solution, je vais leur proposer de travailler avec moi sur trouver la meilleure option. Et peut-être que eux vont me proposer la même chose que moi, et du coup, ça va me conforter dans le fait que j'avais peut-être la bonne idée dès le départ. Et peut-être qu'ils vont trouver encore des meilleures idées auxquelles j'avais pas pensé. Puis du coup, ça va vraiment aller dans le bon sens. Mais surtout, c'est que ça crée cette idée que tout le monde est impliqué, on peut co-créer ensemble, on est tous égaux, ça va renforcer le lien. C'est pas parce que vous êtes le manager que vous êtes au-dessus de la mêlée que parce que c'est un peu l'idée du manager à l'ancienne, hein. C'est comme je suis le chef, si c'est pas moi qui apporte des solutions, euh, je vais être diminué dans mon rôle de chef. Alors après, en effet, au contraire, hein, on peut avoir des équipes qui attendent du chef qu'il décide. Ça c'est aussi possible. Mais, mais pour moi, en tout cas, si c'est le cas, c'est parce que l'équipe a toujours travaillé comme ça, avec des managers qui prenaient des décisions à leur place. Donc il faut travailler comme un muscle, cette idée de la confiance, cette idée de la co-création avec l'équipe, pour leur montrer que c'est pas toujours au chef de décider. Et puis parfois, il va devoir décider en effet entre deux solutions, il va falloir en choisir une parce que il n'y a pas de consensus. C'est ok, mais au moins on va faire ce travail d'échange, de discussion, de brainstorming. Alors en effet, ça prend du temps. Ça prend du temps et ça prend du temps dans la préparation, mais on gagne du temps après dans l'exécution. Moi, je dis toujours, si on passe 80% du temps à créer une solution, à la trouver, et juste 20% à la mettre en place, plutôt que l'inverse. Parce que le plus long c'est pour trouver les bonnes solutions, ensemble, en co-création, et le plus facile ça va être après de mettre en place, parce que tout le monde sera OK avec ça. Et il y aura plus de discussion à non plus finir de oui, mais pourquoi on a pris cette décision? Pourquoi il a pris cette décision? Moi, j'étais pas d'accord, mais je l'ai pas dit au moment opportun. Mais du coup, ça laisse ce goût un petit peu amer dans la bouche. Et puis, là, parfois, ça peut provoquer des choses très contre-productives. Restaurer la confiance. Quand elle est brisée, c'est un chemin qui est rude, mais pas impossible. Déjà, la première chose. Je souris parce que c'est évident pour moi, mais je sais que pour plein de personnes, c'est pas évident. La première chose, c'est reconnaître. J'ai merdé. Je m'excuse. Mais pas rentrer dans la justification derrière. Oui, mais tu comprends, j'ai fait ça pour ça, 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 ça. Ne rentrez pas dans la justification, ça ne sert à rien. Vous avez merdé, vous vous excusez, point final. Et that's it. Ça veut pas dire que ça va être réparé, que c'est pardonné, hein. Attention, c'est juste la première étape. La première étape, c'est juste admettre que vous avez merdé et vous excuser et ne pas vous justifier. Juste la vérité simple et nue. Et ensuite, on passe dans le processus de réparation. Ça va prendre beaucoup de temps. C'est poser des actes petits, concrets, répétés. Je rappelle, Kaizen, Kaizen, Kaizen. Petit pas par petit pas. La confiance ne revient pas avec les mots, mais avec le temps. Et puis, ensuite, c'est pardonner. Parfois, c'est pas oublier, mais décider de ne plus laisser la blessure diriger la relation. Parce que ça peut être aussi voilà, la confiance, elle peut être brisée, euh, mais
mais vous êtes aussi un peu responsable. Alors je sais que c'est compliqué à entendre, mais quand on a été trahi, on a toujours l'impression. Il faut pas se mettre en mode victime. Euh, il faut pas se mettre en mode victime. On a été trahi. Il faut admettre cette trahison. Euh, Évidemment, la personne s'est excusée, c'est ok. Donc là, je me place de l'autre côté, hein. Et puis le pardon peut prendre du temps pour l'autre, mais pour soi aussi. C'est se pardonner aussi à soi d'avoir merdé. Euh, Parce que du coup, ça a créé une blessure dans l'autre, si on la ressent, si on a un peu d'empathie. Et, et se pardonner, ça aide l'autre à pardonner. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais je suis pas en train de dire qu'il faut, voilà, quelqu'un a brisé votre, voilà, quelqu'un vous a menti, a brisé votre, vous a trahi, a brisé votre confiance. Euh, je suis pas en train de dire que c'est à vous de lui pardonner et c'est à lui de vous pardonner. Le chemin, il est un peu dans les deux sens en fait, hein. La trahison, le mensonge, en tout cas la perte de confiance, elle est quand même, pour prendre un terme bien d'ingénieur, elle est bijective. Ok, ok, tu m'as trahi, euh, mais qu'est-ce qui fait que tu m'as trahi? Qu'est-ce que c'est pour voilà. Alors après, évidemment, si on veut rétablir la confiance avec quelqu'un qui te trahit, mais qui est quelqu'un de toxique, qui va continuer de te trahir, du coup, je pense qu'il faut là, pour le coup, il faut passer à autre chose. Là, je suis en train de parler dans le contexte où on a eu une perte de confiance entre des personnes saines qui ont envie de rétablir cette confiance. Mais une est dans une position de peur, d'être trahie à nouveau, donc a perdu confiance, et puis l'autre, elle est dans le, le sentiment de vouloir se faire pardonner, de vouloir réparer leur relation, parce qu'il y a il y a de l'amour, dans tous les sens du terme, hein, entre les personnes, voilà, où la confiance a besoin d'être rétablie. On n'est pas dans une situation de personne, de relation toxique, hein, ça c'est clair. Donc, pardonner, c'est pas oublier, mais décider de ne plus laisser la blessure diriger la relation. Et puis, ritualiser, c'est prendre un temps régulier pour se parler vraiment, un peu comme ce que j'appellerais une douche relationnelle. Donc, mettre en place des petits rituels, ça peut être, alors au début, c'est peut-être une fois par mois, hein, parce que la personne n'a pas forcément envie de vous revoir. Donc, c'est prendre le temps. Et puis après, de, comment dire, de réduire ces moments où on se voit, en tout cas les intervalles, de réduire de remonter la fréquence, de réduire les intervalles, parce que la confiance petit à petit revient. Mais il est possible qu'au début, la personne n'ait pas trop envie de vous voir, donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle vous donne le temps, chaque jour, pour travailler sur la confiance. Je prends l'exemple d'un ami qui me racontait ça, hein. C'est pas moi qui l'ai vécu personnellement, mais qui me raconte ça, qui dit, voilà, la confiance avait été rompue avec un de ses très bons amis, et ce qu'il a fait, et je trouve que c'est très intelligent, c'est qu'ils ont mis en place un rituel chaque mois, comme je disais, ça peut être quelque chose de mensuel, de marcher ensemble, juste pour parler, d'aller faire un petit tour en forêt, sans portable, juste pour parler. Puis petit à petit, le lien se sont resserrés à nouveau. La confiance est revenue, pardon, mais parce que, alors, premièrement, il y a quelqu'un qui a proposé de faire quelque chose, hein, de mettre en place un rituel, puis l'autre a accepté aussi. Donc, faut se mettre dans la situation où les deux parties vont accepter de travailler sur la confiance, comme j'ai dit, avec un qui aura évidemment très peur, et l'autre qui va avoir peur aussi, mais peur de rater ou peur de mal faire, et puis peut-être qu'il va être trop pressant, donc on va avoir cette question de la fuite. Donc il y a tout un travail à faire, très subtil, entre les personnes, pour pouvoir rétablir cette confiance, mais ça nécessite une volonté des deux parties. Euh, et ça peut prendre un petit peu de temps. Donc je dirais que pour conclure cet épisode, c'est que la confiance, c'est pas quelque chose qu'on enseigne à l'école. Et pourtant, c'est super important. Alors, on l'enseigne indirectement, hein. Un instituteur peut vite nous enseigner que la confiance peut être trahie si justement il a un comportement qui est pas adéquat avec les enfants. Donc, c'est pas un concept, c'est vraiment un acte quotidien. Donc, le défi de la semaine, si vous voulez travailler sur la confiance, c'est d'identifier une relation où la confiance pourrait être améliorée. Alors, prenez pas une relation, euh,
où il n'y a plus de confiance, où c'est complètement rompu parce qu'il y a une grosse trahison, un gros mensonge, quelque chose de trop fort, parce que ben, je vous souhaite que ça réussisse, mais c'est quand même voué à l'échec si on part comme ça, de en tête avec une situation extrêmement délicate. Donc, travaillez plutôt, c'est comme un muscle, la confiance, travaillez plutôt sur une relation qui est OK, mais où il y a des petits trucs qu'on sent que ça pourrait s'améliorer. Et puis essayez un geste, un seul, un petit geste, mais sincère, hein. Ça peut être un petit mot, une lettre, ça peut être, ben, s'il y a eu une chose suffisamment importante pour s'excuser, pour dire: «Écoute, là, je pense que j'ai merdé», ou mais ne rentrez pas dans, «Tu fait ça m'a blessé», et cetera. Allez-y mollo, hein. Utilisez la communication non violente, encore une fois, ça, c'est vraiment hyper efficace, et puis, travaillez sur rétablir cette confiance avec le Kaizen, petit à petit. Heu, donc des petits gestes, gentiment. Ça prend du temps, mais ça demande, un peu d'effort. Ça devrait pas, hein, demander beaucoup d'efforts parce que c'est une relation pour laquelle il y a de la valeur dans cette relation. Il y a de l'amour, il y a de l'amitié, il y a quelque chose de fort. Ou alors si c'est dans le cadre du travail, avec un collègue, essayez de voir un peu, peut-être regarder ce collègue un peu différemment en disant: «Bon, voilà, moi j'ai envie de lui faire confiance, et si je lui fais confiance, est-ce que lui va me faire confiance?» Et puis mettez en place déjà des petits gestes, mais déjà rien que la façon de le voir différemment. Ça peut améliorer les choses, hein. Vous savez qu'on est tous, reliés, en tant qu'humains, on est des animaux sociaux, on a tous des liens invisibles. Donc la façon de voir la personne en face a un impact sur la façon dont la personne vous regarde, vous. Donc, mettez en place quelque chose comme ça de subtil, puis de voir comment ça fonctionne, si ça améliore, puis si ça vous donne confiance dans votre capacité à redonner confiance ou à avoir confiance, hein, dans les 2 sens. Heu, travailler sur la confiance. Voilà, ça c'est un vrai mais c'est un travail, on est d'accord. Partagez, vos expériences sur les réseaux sociaux du leadership holistique. Ça me ferait très plaisir de relire et de voir vos progrès dans des situations où vous avez pu rétablir la confiance, avec quelqu'un qui vous est cher. Dans le prochain épisode, on va parler des, régimes miracles et pourquoi il est temps de leur dire stop, parce qu'un corps sain se construit avec bienveillance et constance, pas avec culpabilité. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et j'espère que la confiance, heu, va être quelque chose qui va pouvoir vous guider dans ces prochains mois. Je vous remercie et je vous retrouve la semaine prochaine.